La salle du mariage était pleine d'énergie, un tourbillon de musique et de rire remplissait chaque coin de la grande salle. J'avais passé des mois à aider mon fils, Ken, à choisir. Je me souvenais encore des appels nocturnes, des listes interminables de vendeurs que nous réduisions ensemble et de la façon dont j'étais restée éveillée à faire des calculs pour m'assurer que la restauration et la moitié des décorations étaient couvertes sans accroc. Je me tenais sur le côté dans mon costume sur mesure, celui que j'avais réservé juste pour aujourd'hui, regardant la foule se mêler sous la douce lueur des lustres. Personne ne m'a vraiment remarqué, ce qui n'était pas nouveau, mais ça piquait plus que d'habitude. Mes yeux se tournèrent vers la table d'honneur où le véritable poids de la journée me frappa comme un coup de poing. Elle était là, Myriam, mon ex-femme, pratiquement rayonnante de fierté, la main serrée dans celle de son nouveau mari Gérald. Ils avaient l'air d'avoir leur place là-bas, comme si c'était eux qui dirigeaient ce navire depuis toujours. À côté de Ken et de sa fiancée, il y avait des cartes nommées pour eux, pour la sœur de Myriam, et même pour leur petit chien débraillé. Mais moi, rien. Pas un seul marqueur avec mon nom, pas même un clin d'œil à l'homme qui a tout investi dans ce moment. J'ai senti ma poitrine se serrer alors que je me dirigeais vers la table, mes chaussures cirées claquant contre le parquet. Ken m'a vu arriver, son visage scintillant de quelque chose. La culpabilité peut-être, ou simplement la contrariété. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, il se pencha en arrière sur sa chaise, son sourire forcé étant plus profond que n'importe quel mot. Allez, papa, dit-il d'une voix basse mais aiguë. Tu as toujours aimé rester en retrait. Tu es juste de retour à ta place. Les mots étaient lourds, chacun rappelant chaque compromis, chaque sacrifice discret que j'avais fait pour maintenir la paix. J'aurais pu argumenter, souligner l'échec que j'avais rédigé ou les nuits où j'étais restée éveillée à planifier. Mais à quoi ça sert? La pièce était pleine de monde, mais je ne m'étais jamais sentie aussi seule. Mes mains se glissèrent dans mon manteau, ma poche, mes doigts effleurant le bois lisse de la petite boîte que j'avais apportée avec moi. Je n'avais pas prévu de le faire, pas vraiment. Mais quelque chose en moi s'est brisé, pas fort, pas de colère, juste définitif. J'ai sorti la boîte, je l'ai posée doucement sur la table juste en face de lui et je me suis détournée. Pas de mots, pas de scène, juste le doux tintement du bois contre la nappe. Alors que je me dirigeais vers la sortie, l'air frais de la nuit m'a frappé le visage alors que je sortais, la musique s'estompant derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière, ce n'était pas nécessaire. Je pouvais imaginer la confusion sur le visage de Ken, peut-être le rapide coup d'œil de Myriam pour voir ce que j'avais fait. Cette boîte n'avait pas grand-chose à regarder, petite, simple, rien d'extraordinaire, mais elle contenait plus de vérité que ce à quoi ils auraient pu s'attendre pendant des années. J'étais restée enfermée, non pas pour moi mais pour le leur. J'avais payé pour cette soirée, pour les fleurs, la nourriture et le bar ouvert que tout le monde appréciait, mais je n'allais pas mendier une place à leur table, plus maintenant. Ma voiture était garée au fond du parking, une modeste berline qui ne faisait pas tourner les têtes, tout comme moi. Je me suis glissée sur le siège du conducteur, mes mains fermement sur le volant, malgré la douleur dans ma poitrine. J'avais passé des années à créer des moments comme celui-ci pour mon fils, pensant qu'un jour il me verrait tel que j'étais. Mais ce soir, il a clairement fait comprendre que non. La boîte était mon dernier mot, non pas pour le blesser mais pour lui faire savoir que je n'étais pas invisible, pas entièrement. En rentrant chez soi, la route longue, sombre et calme, le genre de silence qui fait trop réfléchir. Je n'arrêtais pas de rejouer ces mots, ce côté froid dans sa voix, la façon dont il ne bronchait même pas quand il le disait. J'avais toujours été celui qui prenait du recul pour laisser Myriam prendre le devant de la scène, pour que les choses se passent bien pour les enfants. C'était peut-être mon erreur, pensant que le silence était la force. La boîte n'était pas seulement pour Ken, c'était pour moi aussi, une façon d'arrêter de me cacher. Je ne savais pas ce qu'il ferait en l'ouvrant. S'il s'en souciait suffisamment pour regarder à l'intérieur, peut-être qu'il le mettrait de côté, en rirait avec sa nouvelle femme ou laisserait Myriam en faire une autre histoire sur la façon dont j'étais le problème. Mais alors que j'entrais dans mon allée, la maison sombre et vide, j'ai senti quelque chose changer, pas encore de soulagement, mais une sorte de clarté. J'avais fait ma part, plus que ma part. C'était désormais à eux de gérer ce que j'avais laissé derrière moi.
La veste de costume s'est détachée alors que je suis entré, le poids de la journée s'installant dans mes os, j'ai versé un verre d'eau, sans m'embêter avec quelque chose de plus fort, et je me suis assis à la table de la cuisine. La maison était trop calme, le genre de calme qui rappelle que personne ne rentre à la maison. J'ai pensé aux années que j'avais passées à essayer d'être le bon gars, celui qui ne faisait pas de vagues. J'avais payé les voyages scolaires, réparé la première voiture de Ken, assisté à chaque match et à chaque remise de diplôme, même si je savais que je n'étais pas le bienvenu et que je devais savoir quoi me dire. Ma place était dans l'ombre. Mes doigts tapaient sur la table avec agitation. La boîte n'était pas une bombe, elle n'était pas destinée à le détruire. C'était juste la vérité, brute, non filtrée, du genre que je n'avais jamais eu le courage de dévoiler auparavant. Je ne savais pas s'il l'ouvrirait ce soir, demain ou jamais, mais je l'ai porté assez longtemps. Pour une fois, ce n'était pas moi qui devais attendre des réponses. Au moment où cette petite boîte en bois touchait la table, c'était comme si l'air de la pièce changeait, même si personne d'autre ne le remarquait. Je ne suis pas resté pour voir leur réaction, la confusion de Ken, l'inévitable froncement de sourcils de Myriam ou les regards curieux des invités au mariage. Mes chaussures résonnaient sur le sol ciré alors que je sortais de la salle, la musique et les rires se fondant dans un bourdonnement sourd derrière moi. J'ai poussé les lourdes portes vitrées, l'air nocturne frais contre mon visage, et j'ai continué à avancer vers ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Cela ne servait à rien. À l'intérieur de cette simple petite boîte se trouvait tout ce que j'avais gardé pendant des années, des papiers, des vérités, des morceaux d'une vie que j'avais gardée cachée pour protéger mes enfants. Je n'étais pas sûr que Ken l'ouvrirait, mais le poids n'était plus sur mes épaules maintenant. Je l'avais porté assez longtemps. Ma berline était assise au fond du parking, sans prétention comme toujours, et je me suis glissé sur le siège du conducteur, le cuir craquant sous moi. Le moteur a démarré avec un faible grondement et j'ai pris la route, les lumières de la salle se rétrécissant dans mon rétroviseur en rentrant chez moi, le calme de la nuit m'enveloppait, brisé seulement par le bourdonnement des pneus, mon téléphone sonnait dans ma poche. Puis, encore et encore, jusqu'à ce que ce soit une vibration constante que je ne pouvais pas ignorer. Je ne l'ai pas vérifié, pas encore. Je savais qui on l'appellerait. Probablement ou peut-être Myriam, exigeant de savoir ce que j'avais fait, pourquoi j'étais parti. Peut-être même Tessa, ma fille, se demandant pourquoi j'avais fait une scène. Mais je n'avais pas fait de scène, n'est-ce pas? J'ai juste posé une boîte et je suis parti. Pas de cris, pas de discours, juste le silence. C'est ce que j'avais toujours fait, rester silencieux, laisser les choses glisser, maintenir la paix. Et où cela m'a-t-il mené? Effacé du mariage de mon propre fils. Pas de carte de visite, pas de siège, juste une tape dans le dos pour rester en retrait. Les mots qu'il avait prononcés étaient toujours brûlants, tranchants et froids, comme une lame. Je ne l'avais pas vu venir. J'ai serré le volant plus fort, mes jointures pâles et le tableau de bord léger. Je n'étais pas en colère, pas exactement. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui me pesait lourdement sur la poitrine, comme le chagrin d'une version de ma famille que je ne retrouverai jamais. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner sans relâche maintenant. Je me suis arrêté dans une station-service à mi-chemin de chez moi, l'enseigne au néon projetant une lueur crue sur le terrain vide. J'ai finalement attrapé le téléphone, l'écran s'éclairant de notifications, de SMS, d'appels manqués, de messages vocaux. Le nom de Ken est apparu en premier. Papa, comment c'était pour m'appeler? Puis un autre, sérieusement, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le message de Myriam était plus froid. C'était inutile. Tu l'as contrarié. Celle de Tessa n'était qu'un point d'interrogation, comme si elle ne savait pas par où commencer. J'ai regardé l'écran, mon pouce survolant le bouton de réponse, mais je n'ai rien tapé. Qu'y avait-il à dire? J'avais passé des années à m'expliquer, à justifier chaque choix, chaque sacrifice, et cela n'avait rien changé. La boîte était ma réponse. Maintenant, laissez-les comprendre. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager et j'ai repris la route, les lumières de la gare s'éteignant derrière moi. Le trajet semblait plus long que d'habitude, l'obscurité s'étendait comme si elle essayait de m'engloutir en entier. Quand je suis arrivé dans mon allée, la maison avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, la lumière du porche vacillant comme si elle était sur ses dernières jambes.
J'ai coupé le moteur et je suis resté assis là pendant 1 minute à écouter le silence s'installer. Le téléphone a encore sonné, mais je l'ai laissé là où il était. À l'intérieur, la maison était aussi vide que je l'avais laissée, le genre de calme qui rend chaque ruisseau plus bruyant qu'il ne devrait l'être. J'ai enlevé mes chaussures, la veste de costume déjà drapée sur une chaise, et je me suis laissé tomber sur le canapé. La boîte était là maintenant, posée sur cette table chic pour laquelle j'avais payé, entourée de gens qui ne m'avaient jamais vraiment vu. Je pouvais l'imaginer qu'Allen, le ramassant, peut-être le retournant dans ses mains, se demandant si ça valait la peine de l'ouvrir. Ou peut-être que Myriam l'a saisi en premier, sa voix basse et aiguë, lui disant que ce n'était rien, juste une autre de mes cascades. Je ne savais pas et pour une fois je m'en fichais. J'avais fait ma part. La restauration, les décorations, les discussions de fin de soirée, quand il était stressé par la liste des invités, tout cela était payé, planifié, géré, et j'étais toujours le fantôme de la fête. Je me suis levé et j'ai pris un verre dans la cuisine et je l'ai rempli d'eau du robinet. Le froid me faisait du bien dans la gorge, m'immobilisant. Mes yeux se sont tournés vers le réfrigérateur où une photo de Ken et Tessa d'il y a des années était toujours collée sous un aimant. Un voyage de camping à l'époque où ils se moquaient encore de mes mauvaises blagues. Ils étaient alors si petits, si faciles à rendre heureux. Je pensais qu'être papa signifiait tout donner, sans poser de questions. J'avais fait des heures supplémentaires pour couvrir les heures de Ken à l'université pour le récital de danse de Tess, et j'avais acquiescé lorsque Myriam avait réécrit notre histoire pour devenir également le héros. Ils n'auraient jamais à choisir leur camp. Mais ce soir, Ken en avait choisi un, et ce n'était pas le mien. La boîte n'était pas une vengeance, il ne s'agissait même pas de lui, pas vraiment. Il s'agissait de moi qui disais enfin que j'étais là. J'avais gardé ces documents pendant des années, non pas pour blesser qui que ce soit mais parce que les laisser partir, c'était comme laisser tomber la vérité. Des reçus, des lettres, des preuves de tout ce que j'avais fait. Tout était là, attendant que quelqu'un s'en soucie suffisamment pour regarder. Le téléphone sonna à nouveau sur la table basse, l'écran clignotant dans le noir. Je l'ai ignoré et me suis penché en arrière en fermant les yeux. Le mariage touchait probablement à sa fin maintenant, les invités se dirigeaient en titubant vers leur voiture, le groupe faisait ses valises. Je me demandais si Ken tenait toujours la boîte ou s'il l'avait mise dans un sac pour s'en occuper plus tard. Peut-être qu'il l'ouvrirait ce soir, peut-être pas de toute façon, ce n'était plus mon fardeau. J'avais financé la fête, élevé le marié, je l'avais aimé même quand ça faisait mal. Si cela ne suffisait pas, rien ne le serait. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir le réparer. Le silence dans lequel je m'étais toujours penché n'était pas de la faiblesse. Maintenant c'était le pouvoir. J'avais parlé sans dire un mot et quoi qu'il arrive ensuite, j'avais fini, j'attendais la permission d'avoir de l'importance. La maison était sombre quand je suis rentré ce soir-là, le genre de calme qui s'infiltre dans vos os et vous fait vous sentir plus petit que vous ne l'êtes. Je n'ai pas pris la peine d'allumer trop de lumière, juste la lampe du salon projetant une douce lueur sur le canapé usé où je me suis assis, toujours dans mon costume du mariage. Mon esprit revenait sans cesse aux paroles de Ken, à la façon dont il me regardait comme si j'étais une réflexion après coup, me disant que j'appartenais au second plan. Ce n'était pas seulement la douleur de la nuit dernière qui faisait mal, c'était le poids des années qui s'accumulaient derrière, des années que j'avais passées à penser que si je continuais à me présenter, à donner, mes enfants me verraient tel que j'étais. Mais ils ne l'avaient pas fait. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont tout a commencé il y a 15 ans, lorsque tout ce que je pensais savoir sur la famille s'est effondré. À l'époque, je n'étais pas prêt à admettre l'ampleur des fissures. Mais assise ici maintenant, seule dans cette maison vide, il était impossible de ne pas retracer le chemin qui m'a conduit à ce moment du mariage, à cette boîte que j'avais laissée sur la table il y a 15 ans, Myriam est sortie, non seulement de notre mariage, mais de la vie que nous avions construite ensemble, emportant l'essentiel avec elle. Je me souviens encore du jour où elle m'a parlé de Gérald, sa voix calme comme si elle discutait de la météo, disant qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la comprenait mieux. Gérald, avec son sourire élégant et sa montre chère, n'était pas seulement charmant. Il était calculé, le genre de gars qui savait faire des promesses qui sonnaient bien mais qui ne tenaient jamais. Je ne me suis pas battue contre elle lorsqu'elle a demandé le divorce, je n'ai pas discuté lorsqu'elle a pris la maison,
les économies, même les albums photos que j'avais passé des années à rassembler. Je pensais que si je restais silencieux, ce serait plus facile pour Ken et Tessa, qui n'étaient que des adolescents puis pris au milieu de quelque chose qu'ils ne méritaient pas, mais Myriam ne s'est pas contentée de prendre les choses. Elle m'a fait confiance aussi, petit à petit, avec des histoires. Je n'ai jamais eu l'occasion de contrer. Elle leur disait que j'étais trop occupé, trop distant, trop concentré sur le travail, et je la laissais faire parce que je ne voulais pas qu'ils la détestent. Je pensais que la vérité finirait par l'emporter. J'avais tort à ce sujet. Chaque week-end que je passais avec les enfants, j'essayais de faire en sorte que ça compte. Je les récupérais dans mon ancien pick-up, celui dans lequel Kalen adorait rouler, et nous allions manger une glace ou aller au parc, même s'ils étaient trop vieux pour les balançoires. Je me présentais à chaque événement scolaire, à chaque conférence parents-enseignants, même lorsque Myriam et Gérald étaient là, agissant comme si c'était eux qui aidaient aux devoirs ou qui les conduisaient aux entraînements. Je m'asseyais à l'arrière pour applaudir les matchs de football de Ken ou le récital de danse de Tessa, sachant que mon nom n'était pas au programme, sachant que je recevrais au mieux un petit signe de la main. J'ai pris tous les silences gênants, les câlins sans enthousiasme, parce que je pensais que c'était suffisant d'être là. Je ne leur ai jamais parlé du deuxième emploi que j'ai trouvé pour couvrir les frais de scolarité de Ken, celui qui me faisait faire des livraisons la nuit après mon quart de jour. Je n'ai pas mentionné les week-ends que j'ai passés à rénover le petit appartement dans lequel j'ai emménagé après le divorce, en essayant d'en faire un endroit qu'ils voudraient visiter. J'ai gardé ma bouche fermée, pensant qu'un jour ils demanderaient, qu'un jour ils le verraient par eux-mêmes. Ken a été le plus durement touché lorsque Myriam est partie. Il avait 14 ans, il était en colère contre le monde et j'essayais d'être celui sur qui il pouvait s'appuyer. Il m'appelait tard le soir, parfois la voix tremblante, pour me dire qu'il ne voulait plus rester avec sa mère. Je l'écoutais, je lui disais que je l'aimais, mais je n'ai jamais poussé à l'éloigner d'elle. Je ne pouvais pas lui faire ça, je ne pouvais pas lui faire choisir. Tessa était différente. Elle s'est adaptée, sais-tu, mais elle souriait toujours quand je lui apportais ses collations préférées ou que je l'emmenais à la bibliothèque. Je pensais que j'avais bien fait en gardant la paix, en laissant Myriam raconter ses histoires pendant que je restais stable. Mais avec le temps, les visites sont devenues plus courtes et les appels moins fréquents. Au moment où Ken était à l'université, j'ai eu la chance de recevoir un SMS le jour de mon anniversaire. J'ai payé ses frais de scolarité chaque centime, sans rien dire, parce que c'est ce que font les papas. Je pensais qu'il le remarquerait un jour, peut-être quand il serait plus âgé, peut-être quand il aurait ses propres enfants. Mais hier soir, debout à cette table d'honneur sans place pour moi, j'ai réalisé qu'il ne l'avait pas remarqué. Tessa non plus. Ils ont acheté la version de l'histoire de Myriam, celle où c'était moi qui partais, pas celui qui restait. Je me suis levée du canapé, les jambes raides, et je me suis dirigée vers la cuisine. Le réfrigérateur bourdonnait doucement, le seul bruit de la maison. Je l'ai ouvert sans rien regarder de particulier, j'avais juste besoin de faire quelque chose. Il y avait un aimant tenant une photo de Ken et Tessa d'il y a des années. Leur visage était taché de saleté suite à un voyage de camping. Je leur ai appris à faire un feu ce week-end-là et Ken avait tellement ri quand j'avais brûlé les guimauves. C'était avant Gérald, avant le divorce, avant que je devienne le gars en arrière-plan. J'ai fermé le réfrigérateur et me suis appuyée contre le comptoir, mes mains agrippant le bord. Je n'avais jamais contesté les mensonges de Myriam, je n'avais jamais parlé des nuits aux enfants. J'étais restée éveillée, m'inquiétant pour eux, pour l'argent que j'avais rassemblé, pour les choix que j'avais faits pour assurer leur sécurité. Je pensais qu'aimer signifiait rester silencieux, mais cela ne faisait que me rendre invisible. Cette boîte que j'avais laissée n'avait pour but de blesser personne. Il s'agissait d'être enfin vu, même s'il était trop tard. L'horloge sur le mur marquait minuit passé, la maison toujours lourde de silence. Je n'ai pas vérifié mon téléphone, je ne voulais pas voir les messages s'accumuler. J'avais passé 15 ans à essayer d'être une personne plus grande, pensant que cela porterait ses fruits, pensant que mes enfants reviendraient. Mais la nuit dernière, Ken m'avait regardé comme si j'étais rien de plus qu'un invité à son mariage, et non l'homme qui avait rendu cela possible. Je n'étais pas sûre de ce qu'il ferait de la boîte, s'il prendrait même assez la peine de l'ouvrir. Peut-être qu'il resterait fermé, ramassant la poussière quelque part, ou peut-être qu'il secourait quelque chose, lui faisant poser des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant.
De toute façon, j'avais fini d'attendre qu'ils comprennent. J'avais donné tout ce que j'avais et cela n'avait pas suffi. Maintenant, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de ne devoir d'explication à personne, ni Kalen, ni Tessa, ni Myriam. J'avais exposé ma vérité et ce qui allait suivre ne m'appartenait plus. Le matin après le mariage, je me suis réveillée avec la lumière du soleil qui traversait les stores, le genre de douce lueur qui donne à tout un sentiment de nouveauté pendant un instant, avant que la réalité ne revienne. J'étais allongée dans mon lit, regardant le plafond, mon costume de la nuit dernière toujours en bandoulière sur une chaise dans un coin. La maison était calme, comme toujours, mais mon esprit n'arrêtait pas de tourner. Je n'arrêtais pas de penser à cette boîte, petite, simple, rien de spécial à regarder, mais lourde de tout ce que j'avais gardé sous clé pendant des années. Je l'ai posée sur la table de Ken sans un mot, je suis sortie et je l'ai laissée là comme une pierre tombée dans de l'eau calme. Je ne savais pas s'il l'avait encore ouvert, s'il l'avait même touché, mais l'idée de le voir assis là en attente suffisait à me serrer la poitrine. Cette boîte n'était pas seulement une chose, c'était moi, tous les morceaux de moi-même que j'avais enterrés pour empêcher mes enfants de souffrir. Maintenant, il était là et il n'était plus possible de le reprendre. Je me suis levée, mes articulations craquaient un peu plus qu'avant, et je me suis dirigée vers la cuisine pour préparer du café. La routine ressentie, s'échouer, ramasser le marc, remplir le pot, attendre le gargouillis familier. Mais même si je le parcourais, mes pensées continuaient à dériver vers ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte. Il était dans mon coffre-fort depuis des années, caché derrière d'anciennes déclarations de revenus et quelques photos décolorées que je ne pouvais pas me résoudre à jeter. Je n'avais pas prévu de l'utiliser, pas vraiment. C'était plutôt un filet de sécurité, quelque chose à me rappeler. Je n'étais pas fou de ne pas avoir imaginé les sacrifices que j'avais faits. Mais hier soir, quand Ken m'a regardé comme si je n'étais rien, quand j'ai vu mon nom absent de cette table, quelque chose en moi m'a dit, ça suffit, je ne pouvais plus continuer à le porter seul. La cafetière a bipé et j'ai versé une tasse, la vapeur s'enroulant alors que je m'appuyais contre le comptoir, imaginant chaque article que j'avais rangé. À l'intérieur de cette caisse en bois se trouvaient des reçus, d'abord des copies certifiées et notifiées de chaque paiement que j'avais effectué pour l'université de Ken, ceux que j'avais couverts lors de mes quarts de nuit à l'entrepôt. Je ne lui en avais jamais parlé, je n'avais jamais voulu qu'il ait l'impression qu'il me devait. Puis il y a eu un chèque de $20 000 non encaissé de Myriam il y a des années. Elle l'enverrait après le divorce, un geste qu'elle réclamait pour le bien de l'apparence. Comme si ma fierté était quelque chose qu'elle pouvait acheter. Je l'ai gardé, non pas pour l'encaisser, mais parce que c'était une preuve de qui elle était, quelqu'un qui pensait que l'argent pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Il y avait aussi un email qu'elle m'avait accidentellement envoyé à la place de Gérald, expliquant comment il s'assurerait que j'étais invisible au mariage, comment il tournerait l'histoire pour que Kalen ne remette pas en question mon absence sous les projecteurs. Le lire à l'époque avait été comme un coup de pied dans le ventre, mais je l'avais sauvegardé, imprimé et classé, en me disant que cela n'avait pas d'importance. J'avais tort à ce sujet aussi. La chose la plus importante là-dedans, cependant, était une lettre, une seule feuille de papier lignée, soigneusement pliée, écrite avec l'écriture désordonnée d'adolescent de Ken. Il avait 14 ans quand il l'a écrit. Après une violente bagarre avec Myriam, je l'avais trouvé glissé sous la porte de mon appartement une nuit, ses paroles se répandaient crues et désespérées, suppliant de venir vivre avec moi, disant qu'il ne supportait plus d'être avec elle. Je l'avais gardé, je l'avais lu tellement de fois. Les plis étaient doux, mais je ne l'ai jamais utilisé, ni au tribunal, ni lors d'argumentation, pas même lorsqu'il commençait à s'éloigner de moi. Je ne voulais pas le gagner comme ça, je ne voulais pas qu'il se sente obligé de choisir un camp. Je pensais que garder le secret était la bonne chose, que cela le protégerait de davantage de douleur. Mais hier soir, quand il m'a dit que j'appartenais au second plan, j'ai réalisé qu'il ne le saurait jamais à moins que je le lui montre. Cette lettre était le cœur de la boîte, la pièce dont j'espérais qu'elle lui ferait voir non seulement comme son père, mais comme le gars qu'il avait choisi avant tout, même si cela me coûtait cher. J'ai siroté mon café, la tasse chaude dans mes mains, et j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était à peine 8 heures, mais je savais que les retombées du mariage battaient probablement déjà leur plein. Mon téléphone était toujours sur la table basse où je l'avais laissé la nuit dernière. L'écran, sombre mais probablement plein de messages que je n'étais pas prêt à lire.
Je ne voulais pas entendre les excuses de Kalen ou les accusations de Myriam. Pas encore, la boîte était ma voix maintenant, disant ce que je n'avais jamais eu le courage de dire à haute voix. Je me demandais ce que Ken avait pensé en le voyant, s'il l'avait ramassé, retourné, peut-être en avait senti le poids. L'a-t-il ouvert à la réception, ou était-il toujours posé sur la table, ignoré? Je pouvais imaginer le visage de Myriam, son sourire rapide pour cacher tout malaise, disant à tout le monde que ce n'était rien, juste une autre de mes bizarreries. Mais ce n'était pas rien, c'était tout. Chaque nuit, chaque occasion manquée, chaque fois que je me mordais la langue pour maintenir la paix, je posais la tasse et me dirigeais vers la fenêtre, tirant le rideau pour regarder la rue à l'extérieur. Le quartier était calme, juste un gars promenant son chien, le monde avançait comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout avait changé. Cette boîte n'avait pas pour but de se venger ou de régler des comptes, mais de lâcher prise. J'avais passé des années à garder ces papiers, cette lettre, pensant qu'ils resteraient sous clé pour toujours. Mais quand j'ai vu mon nom absent de cette table, quand Ken m'a renvoyé comme si je n'étais personne, j'ai su que je ne pouvais pas continuer à me cacher, ni pour lui, ni pour Tessa, ni pour personne. La boîte était ma façon de dire que j'étais là, même s'il ne me voyait pas, même s'il choisissait de ne pas regarder. Je ne savais pas si Kalen lirait cette lettre et ressentirait quelque chose, peut-être des regrets, ou juste de la confusion, ou s'il la mettrait de côté comme si cela n'avait pas d'importance. De toute façon, ce n'était plus mon rôle de lui faire comprendre. Le café était froid maintenant, mais je m'en fichais. Je me suis assis sur le canapé, mes yeux se sont posés sur une étagère de l'autre côté de la pièce où se trouvait une petite sculpture en bois, un poisson que Kalen avait fabriqué en cours d'atelier il y a des années. Il me l'avait donné, fier comme tout, et je l'avais gardé là depuis. Je me demandais s'il se souvenait même de l'avoir fait, s'il avait déjà pensé aux heures que nous avions passées ensemble à l'époque, avant que tout ne se complique. La boîte était mon dernier cadeau, pas celui qu'on emballe dans du papier brillant, mais celui qui t'oblige à regarder ce qui est réel. Je l'ai protégé de la vérité pendant trop longtemps, pensant que cela le protégerait. Maintenant c'était à lui de s'occuper et j'en avais fini de porter le poids seul. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais dit ma paix non pas avec des mots, mais avec une petite boîte en bois qui contenait plus qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le soleil était à peine levé quand je me suis réveillé le lendemain matin, le genre d'aube grise qui donne l'impression de retenir son souffle. Je n'avais pas beaucoup dormi, juste quelques heures agitées à aller et venir, mon esprit collé à cette boîte. J'étais partie au mariage de Ken. Je pouvais encore sentir le bois lisse sous mes doigts, le léger tintement lorsqu'il touchait la table, la façon dont la pièce semblait s'arrêter pendant une fraction de seconde avant que je me retourne et que je sors. Je ne savais pas s'il l'avait ouvert, s'il l'avait même regardé, mais l'idée de l'attendre là-bas me tenait nerveux. Je me suis levé du lit, le sol froid sous mes pieds, et j'ai fait les mouvements, café, toast, la routine habituelle. Mais rien ne semblait habituel. Mon téléphone sonnait de manière intermittente depuis hier soir, un flux constant de SMS et de messages vocaux. Je n'avais pas touché. Je savais qu'ils venaient de Ken, peut-être de Tessa, probablement de Myriam, qui voulaient tous des réponses. Je n'étais pas prêt à donner. J'avais dit ce dont j'avais besoin avec cette boîte. C'était maintenant à leur tour de s'en occuper. En milieu de matinée, les messages s'accumulaient, éclairant l'écran toutes les quelques minutes. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone sur le comptoir de la cuisine, j'ai vu le nom de Ken clignoter, puis celui de Tess, puis celui de Myriam, chacun comme un coup que je n'étais pas prêt à prendre. Je les ai laissés s'empiler sans réponse et j'ai essayé de me concentrer sur autre chose. J'ai fait la vaisselle, essuyé les comptoirs, j'ai même arraché quelques mauvaises herbes du petit coin de jardin devant, mais ma tête n'y était pas à chaque fois. J'ai fermé les yeux. J'ai vu le visage de Ken lors du mariage, ce sourire froid quand il m'a dit que j'avais ma place en arrière-plan. J'ai vu la main de Myriam dans celle de Gérald, à la table d'honneur, sans place pour moi. Les années où je me suis tue pour que mes enfants n'aient pas à choisir. Cette boîte était ma ligne dans le sable et je ne savais pas si je l'avais traversée ou si j'avais simplement brûlé le sol derrière moi. De toute façon, il n'y avait pas de retour en arrière. C'était en fin d'après-midi quand j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. J'étais dans le salon en train de feuilleter un vieux livre, je ne lisais pas vraiment, lorsque le moteur s'est arrêté et que des pas ont crié sur le gravier à l'extérieur.
Je savais que c'était Tessa avant même d'entendre frapper. Brusquement, comme si elle était trop excitée pour attendre, j'ai ouvert la porte et elle était là, son visage mêlé de colère et de yeux blessés, comme si elle avait pleuré. Elle n'a pas attendu d'invitation, elle a juste entré son sac à main, en bandoulière, sa voix déjà aiguë. « Pourquoi ferais-tu ça ?» dit-elle, pas vraiment en criant, mais presque. « Pourquoi gâcherais-tu son mariage comme ça ? Tu as juste laissé ce truc sur la table et tu es parti. Tu sais à quel point il était gêné ? » Je restais là, laissant ces mots me frapper, en sentant leur poids, mais sans fléchir. J'avais déjà entendu ce ton auparavant, celui qui supposait que c'était moi qui avais fait une erreur, mais cette fois, je n'allais pas hocher la tête et l'accepter. « As-tu regardé dans la boîte ?» demandai-je en gardant ma voix ferme. Faible. Elle s'est figée la bouche entr'ouverte, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je repousse. Vraiment, répétai-je en m'appuyant contre le cadre de la porte, les bras croisés. Elle secoua la tête juste un petit sursaut, et détourna le regard, ses doigts resserrant la sangle de son sac à main. « Alors tu ne sais pas de quoi tu parles, dis-je. Pas cruel, juste un fait. » Je me dirigeai vers le canapé et m'assis, lui faisant signe de suivre. Elle hésita, puis s'approcha, se perchant sur le bord comme si elle allait s'enfuir à tout moment. Je ne l'ai pas pressée, j'ai juste attendu, laissant le silence s'étendre jusqu'à ce qu'elle reprenne enfin, plus doucement cette fois. « Qu'est-ce qu'il y a dedans, papa ? Pourquoi est-ce si grave ? » Je me suis penchée en avant, les mains jointes entre mes genoux, et je l'ai regardé dans les yeux. « Va le chercher, dis-je. C'est ta calence. Regarde à l'intérieur, puis reviens et dis-moi que j'ai tout gâché. » Elle n'a pas bougé tout de suite, elle m'a juste regardé comme si elle essayait de comprendre si je bluffais. Je ne l'étais pas après une longue minute, elle se leva, attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Je reviendrai, marmonna-t-elle comme si c'était un avertissement. J'ai hoché la tête et je l'ai regardée partir, la voiture soulevant de la poussière alors qu'elle sortait. La maison est redevenue silencieuse, mais cette fois-ci, elle ne semblait pas aussi lourde. Je savais ce qui allait arriver. Tessa était têtue, mais elle était juste. Elle regarderait, elle verrait, et elle devrait faire face à ce que j'avais caché toutes ces années. Je me suis levée et j'ai servi un autre café, la cafetière encore chaude, et je me suis assis à la table de la cuisine en attendant. L'horloge tournait, lentement et régulièrement, et je laissais mon esprit revenir à la boîte, à la lettre qu'elle contenait, celle que Callen avait écrite quand il avait 14 ans, suppliant de vivre avec moi. Je ne l'avais jamais montrée à personne, pas même à lui, mais je l'avais gardée comme une preuve vitale qu'il m'avait vue une fois, même s'il ne le faisait plus. Il faisait nuit lorsque Tessa revint. Le coup fut plus doux cette fois. Hésitant, j'ai ouvert la porte et elle est restée là, la boîte à la main, le visage pâle et les yeux écarquillés. Elle avait l'air d'avoir été frappée par quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. « Tu as gardé ça ?» murmura-t-elle en brandissant la lettre, la voix tremblante. J'ai hoché la tête, m'écartant pour la laisser entrer. Elle s'est assise sur le canapé, la boîte sur ses genoux, et a commencé à sortir des choses, les reçus, le chèque, l'email, tout ça. Elle relut la lettre, ses doigts traçant les mots comme s'ils allaient disparaître. Il a écrit ceci, et vous ne nous l'avez jamais dit, dit-elle, pas en colère, maintenant juste perdue. Je me suis assis en face d'elle, les mains jointes, et je lui ai dit la vérité, que je n'avais jamais voulu qu'ils détestent leur mère, que je pensais que garder le silence les protégerait. Elle écoutait, les larmes coulaient sur ses joues et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression qu'elle me voyait vraiment. Nous avons parlé pendant des heures, plus longtemps que depuis des lustres. Elle a posé des questions, difficiles, sur les raisons pour lesquelles j'avais laissé Myriam réécrire notre histoire, pourquoi j'avais payé autant, sans dire un mot. Je n'avais pas toutes les réponses, juste la vérité que je les avais trop aimés pour leur faire choisir. Quand elle est partie, la boîte toujours dans ses mains, elle m'a serré dans ses bras, fort et réel, comme elle le faisait quand elle était petite. Je ne savais pas ce que Ken ferait quand il le verrait s'il ressentait la même chose. Mais les larmes de Tessa suffisaient pour le moment. La vérité éclatait, effaçant la surface de tout ce qu'on leur avait dit, et je n'étais plus invisible, du moins pour elle. J'ai fermé la porte derrière elle. La maison était redevenue calme, mais plus légère, comme si j'avais enfin abandonné quelque chose que j'avais porté trop longtemps.
Les jours qui ont suivi la visite de Tessa étaient différents, comme si l'air dans la maison n'était plus si lourd. J'ai suivi mes routines, café le matin, travail à la quincaillerie, dîner seul à la table de la cuisine, mais mon esprit revenait sans cesse à cette boîte et à ce qu'elle avait commencé. Tessa avait vu la vérité, l'avait tenue entre ses mains et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression qu'un de mes enfants me comprenait, même si ce n'était qu'un tout petit peu. Mais Ken, c'était une autre histoire. Il ne m'avait pas tendu la main depuis le mariage, pas après la avalanche de textos que j'avais ignorés cette nuit-là. Je ne savais pas s'il avait ouvert la boîte, si Tessa lui avait montré la lettre ou s'il était trop pris par sa nouvelle vie pour s'en soucier. J'ai essayé de ne pas m'y attarder, mais chaque fois que mon téléphone restait silencieux, je me demandais si je ne l'avais pas poussé trop loin, si cette petite boîte en bois avait cassé quelque chose que nous ne réparerions jamais. Pourtant, je ne l'ai pas regretté. J'avais passé trop de temps à me cacher et j'avais fini de laisser sa version de moi être celle que Myriam avait peinte. C'était un jeudi soir, presque une semaine plus tard, lorsque j'entendis frapper à la porte. J'étais dans le salon, à moitié en train de regarder un vieux film à la télé, du genre avec trop de bruit et pas assez d'histoire. Le coup fut doux, pas comme les coups secs de Tessa, et je savais avant de me lever de qui il s'agissait. Mon estomac se tordit alors que je traversais la pièce, ma main s'arrêtant sur la poignée de la porte pendant juste une seconde avant de l'ouvrir. Ken se tenait là, sa veste fermée pour résister à la nuit glaciale, le visage tiré et fatigué. Il n'avait pas l'air en colère, pas comme je m'y attendais. Il avait l'air cassé, que quelque chose en lui s'était ouvert et il ne savait pas comment le maintenir ensemble. « Puis-je entrer » a-t-il demandé, sa voix basse, presque avalée par le vent. J'ai hoché la tête, s'écartant, et il est passé devant moi, ses épaules penchées, comme s'il portait plus que le froid. Il ne s'est pas assis tout de suite, se tenait juste au milieu du salon, les mains poussées dans ses poches, regardant le sol. Je l'ai fermée et je me suis penchée contre elle, en attendant. Le silence s'étendait épais et lourd, mais je ne l'ai pas cassé. J'avais dit mon morceau avec la boîte. Maintenant, c'était son tour, enfin. Il leva les yeux en rencontrant la lettre, il a vu le poids là-bas, le mariage, les années, tout. Catchage. Mais quand vous m'avez regardé à votre mariage, quand vous avez dit que j'appartenais à l'arrière-plan, j'ai réalisé que vous aviez déjà froissé son visage juste une seconde avant de se rattraper. Il coulait sur le canapé, ses mains coulant dans ses cheveux, et je suis restée là où j'étais, lui donnant de l'espace. Je ne le pensais pas comme ça, il a dit. Mais ça semblait creux, comme s'il savait que ce n'était pas vrai. Je pensais que tu étais d'accord avec ça. Vous savez, vous sembliez toujours bien, comme si vous n'aviez pas besoin d'être franc avec maman et Gérald. J'ai secoué la tête, un petit rire fatigué se glissant avant de pouvoir l'arrêter. Dans les poings, pas par la colère, mais comme il essayait de s'accrocher à quelque chose qui se glissait. J'étais tellement en colère contre maman, contre tout. Je voulais dire chaque mot, papa, je voulais vivre avec toi. Il m'a regardé, les yeux mouillés mais réguliers. Pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé ? Rappelez-moi une fois dans la boîte. Je ne savais pas. Je sais que tu ne l'as pas fait. J'ai dit ce que tu fais maintenant. Il tendit la main, hésitant, comme s'il n'était pas sûr qu'il était autorisé, et je l'ai rencontré à mi-chemin, le tirant dans un câlin. Ce n'était pas parfait, n'était pas comme quand il était enfant, mais c'était réel et pendant un moment c'était suffisant. Nous avons parlé après cela, peu de temps, mais plus longtemps que nous ne l'avons fait depuis des années. Il a posé des questions sur les reçus, sur le travail que j'avais pris pour payer pour son collège, sur les raisons pour lesquelles j'avais tant gardé de lui. Je lui ai dit la vérité, que je l'aimais trop pour le laisser voir le désordre que je pensais que c'était mon travail de le porter seul. Quand il se leva pour partir, il s'arrêta à la porte, se retournant vers moi. « Pouvons-nous réparer ça ?» a-t-il demandé, sa voix petite. Je ne l'ai pas sucre. Le pardon est possible, ai-je dit. Mais confiance, cela prend du temps. Il hocha la tête comme s'il comprenait et sorta dans la nuit. J'ai fermé la porte derrière lui, la maison s'installant dans son calme, mais elle ne se sentait plus vide. Je lui avais affronté, disais ce dont j'avais besoin et pour une fois qu'il a écouté. La boîte avait fait son travail, pas pour nous briser, mais pour commencer quelque chose de nouveau, même si c'était juste une fissure de lumière dans l'obscurité.
Le matin après la visite de Ken, je me suis réveillée avec un étrange mélange de soulagement et de malaise, comme si j'avais mis une charge lourde, mais je ne savais pas quoi ramasser ensuite. La maison était silencieuse comme toujours, la lumière précoce glissant par la fenêtre de la cuisine où j'attendais que le café se prépare. Ces paroles de la nuit dernière ont continué à rejouer dans ma tête, ses excuses, la façon dont il me regardait, brisé mais honnête, demandant si nous pouvions réparer les choses. Je lui ai dit que la confiance prenait du temps et je le pensais. Mais une partie de moi m'a demandé si j'étais prêt à le laisser essayer. J'avais passé si longtemps à être celui qui s'est présenté, celui qui a donné sans le demander, le laisser reculer et se sentait comme un risque que je n'étais pas sûr de pouvoir prendre. La boîte avait fait son travail, a mis à nu la vérité que j'avais transportée depuis des années, mais elle n'avait pas effacé la blessure, pas encore. Alors que je versais mon café, la vapeur se recroquevillant, j'ai entendu une voiture se lancer dans l'allée, le moteur au ralenti pendant un moment avant de couper. Je savais qui c'était avant le coup, net et délibéré, le genre qui exigeait une réponse. J'ai ouvert la porte et elle était là, Myriam, debout sur mon porche comme si elle y appartenait. Son manteau se tira serré, contre le froid du matin. Elle avait ce regard qu'elle portait toujours quand elle voulait sembler inquiète. Les lèvres pinçaient juste assez pour faire allusion à la sympathie, mais ses yeux étaient difficiles à calculer. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle, sa voix lisse, comme si elle me faisait une faveur en se présentant. Je n'ai rien dit au début, je me suis juste écartée et je l'ai laissé entrer, non pas parce que je le voulais, mais parce que je savais que cela allait arriver. Elle entra dans le salon, ses talons cliquant sur le bois dur, et se tenait près du canapé, par assis, comme si elle était trop importante pour m'installer. Je fermai la porte et appuya contre le mur, les bras croisés, attendant. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Pas après tout, pas après le mariage, pas après la boîte. C'était cruel, dit-elle finalement, la voix basse mais tranchante, comme si elle l'avait répété. Ce que vous avez fait au mariage, en quittant cette boîte, diffusant notre linge sale devant tout le monde, vous nous humiliez. J'ai ressenti une étincelle de quelque chose, pas de la colère, pas tout à fait, mais une sorte de clarté qui a traversé le brouillard dans lequel je vivais pendant des années. Non, j'ai dit ma voix stable, tu m'as humilié pendant 15 ans. Je viens de te remettre le miroir. Sa bouche se resserra comme si elle ne s'attendait pas à ce que je repousse, et je l'ai vue changer son poids, une main lissant son manteau comme elle avait besoin de quelque chose à faire. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'essayais juste de faciliter les choses pour les enfants. J'ai secoué la tête, un petit rire amer qui glisse avant de pouvoir l'arrêter. Plus facile, vous avez pris la maison, l'argent, leur confiance. Vous leur avez dit que j'étais celui qui est parti, qui s'en fichait, et je vous laissais parce que je ne voulais pas qu'ils vous détestent. Mais ne tenez pas ici et dites-moi que vous facilitiez les choses. Elle tressaillit juste un peu, mais assez pour savoir que j'aurais frappé quelque chose de vrai. Pendant un moment, elle n'a rien dit, m'a juste regardé comme si elle essayait de trouver l'ancienne version de moi, celle qui hochait la tête et la laissait s'éloigner. Mais ce type était parti. Je n'ai jamais voulu prendre les enfants de toi, dit-elle sa voix plus douce maintenant, comme elle pensait que cela ferait une différence. Vous n'avez tout simplement pas combattu assez fort. Je m'avançai alors, pas près, mais assez pour lui faire ressentir le poids de mes mots. Non, j'ai dit, je ne voulais pas qu'il te déteste. J'ai combattu tous les jours, chaque paiement, chaque visite, chaque fois que j'avalais vos mensonges afin qu'ils puissent avoir une maman qu'ils aimaient. Mais vous vous êtes battu pour gagner, pas pour les protéger. Ses yeux s'écarquillèrent et j'ai vu sa main se contracter, comme si elle voulait tendre la main mais n'a pas osé. Ce n'est pas vrai. Elle chuchota, mais ça semblait faible, comme si elle ne le croyait pas. J'aurais pu m'arrêter là, la laisser partir avec sa fierté intacte, mais quelque chose en moi n'était pas fait. J'ai parlé à un avocat. J'ai dit, en regardant son visage, je regarde chaque paiement que j'ai fait, l'université, le mariage, tout cela, pas pour vous blesser, mais pour m'assurer que la vérité n'est plus enterrée. Elle est devenue pâle, sa main agrippant l'arrière du canapé, comme si c'était la seule chose qui la gardait droite. Vous ne le feriez pas, a-t-elle dit. Mais ce n'était pas un défi, c'était la peur. Je ne veux pas, dis-je, mais j'ai fini de vous laisser écrire l'histoire. Vous ne pouvez plus m'effacer.
Elle me regarda, sa bouche s'ouvrant comme elle voulait discuter, mais rien ne sortait. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vue sans le masque, juste une femme qui avait joué un jeu trop longtemps et ne savait pas comment s'arrêter. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvrai, l'air froid se précipitant. Nous avons fini ici, dis-je, pas cruel, juste final. Elle se tenait là un instant comme si elle attendait que je le reprenne, mais je ne l'ai pas fait. Finalement, elle bougea, ses talons cliquant à nouveau en sortant. Elle fit une pause sur le porche, retournant juste assez pour dire « Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça ». Je n'ai pas répondu. Je fermai juste la porte, la serrure cliquant en place, et je me suis penché contre, mon cœur battant mais stable. La maison était à nouveau calme, mais elle ne se sentait pas vide. C'était comme le mien, comme si je l'avais finalement réclamé. Je suis allé à la cuisine, j'ai versé le café froid et j'ai commencé un pot frais, le masque familier remplissant le silence. Les paroles de Myriam ont continué à tourner dans ma tête, mais il ne reste pas comme il le faisait. Elle avait passé des années à faire de moi le méchant et je la laissais parce que je pensais que c'était mieux pour qu'elle n'était ça. Mais la boîte avait changé, qu'il ne s'agissait plus d'eux. Il s'agissait de moi, de défendre l'homme que j'avais tout au long. Je n'avais pas besoin de ses excuses, n'avais pas besoin d'elle pour admettre qu'elle avait tort. J'avais juste besoin d'elle pour savoir que je n'étais pas invisible, plus non plus. Alors que le café se préparait, j'ai regardé par la fenêtre de la rue, le monde avançait comme il l'a toujours fait. Je lui avais affronté, dit ce dont j'avais besoin et je me suis éloigné de mes conditions. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de ne pas survivre, je recommençais à vivre, et personne, pas même Myriam, ne pouvait me prendre ça. Le matin après la visite de Myriam, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années, comme le brouillard qui s'était installé au cours de ma vie commençait enfin à se soulever. La maison était silencieuse, le genre d'immobilité qui se sentait lourd mais qui semblait maintenant calme, presque utile. J'ai fait du café la routine familière, me mise à la terre alors que je me tenais près du comptoir en regardant le pot remplir. Hier, fermer la porte sur Myriam avait été plus que terminant une conversation. Il fermait un chapitre que je laissais traîner trop longtemps. Ses paroles, ses excuses n'avaient pas le pouvoir qu'ils ont fait autrefois. Je lui avais affronté, disais ce qu'il devait dire et je suis parti à mes conditions. Mais maintenant, debout dans la douce lumière du matin, je savais que ce n'était pas suffisant pour affronter le passé. Je devais décider ce qui est venu ensuite, ce que je voulais que ma vie soit. Après des années à tout donner à des gens qui ne m'avaient pas vu, la boîte avait commencé quelque chose et je ne recommençais pas à être le gars qui est resté en arrière-plan. J'ai emmené mon café à la table de la cuisine et je me suis assis, mes yeux dérivant vers une pile de papier que j'avais laissé là-bas, factures, reçus, quelques vieilles lettres que je n'avais pas triées. Ce n'étaient pas ceux de la boîte, mais ils m'ont rappelé cela, de toutes les preuves que j'avais gardées pour me rappeler que je n'étais pas invisible. J'ai dit à Myriam que j'avais parlé à un avocat, et je l'avais fait, mais il ne s'agissait pas de se venger ou de la traîner à travers le tribunal. Il s'agissait de s'assurer que la vérité était documentée, que les années de paiement et de sacrifice n'étaient pas seulement effacées. J'ai sorti mon téléphone et composé mon avocat, un gars du nom de Tom, qui était un ami depuis le lycée. Il a ramassé le deuxième anneau, sa voix chaude mais professionnelle. Matin. Il a dit, vous êtes prêt à passer en revue ces chiffres? Je me penchai en arrière sur ma chaise, la tasse chaude dans mes mains. Ouais, j'ai dit. Mais j'ai pensé. Je ne veux pas la poursuivre, je ne veux pas me battre, je veux juste construire quelque chose de mieux. Tom était silencieux pendant un moment, comme s'il attendait que je l'explique. Je lui ai dit ce que je me retournais dans ma tête depuis la visite de Ken, depuis les larmes de Tessa, depuis les faibles excuses de Myriam. Je voulais prendre tout ce que j'avais donné, chaque paiement du collège, chaque dépôt de mariage, chaque quart de fin de nuit, et en faire quelque chose qui a duré, quelque chose qui n'était pas seulement moi ou mes enfants. Une confiance, dis-je, l'idée, se solidifiant pendant que je parlais, pas pour Cohen ou Tessa, pas directement, mais pour leurs enfants, mes petits-enfants, quelque chose qui dit que j'étais ici, que j'ai bien fait, mais avec des conditions. Plus de dons sans responsabilité, plus d'être le gars qui est oublié. Tom a écouté, noté les notes, je pouvais entendre le téléphone et quand j'ai fini, il laissa échapper un coup de sifflet. C'est grand.
Il a dit que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'héritage. Vous êtes sûr à ce sujet? J'ai regardé par la fenêtre, la rue, calme et ordinaire, et j'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir, je suis sûr que j'ai dit que j'avais fini de me taire. Nous avons passé 1 heure à passer les détails, à chaque paiement que j'avais effectué, à chaque relevé bancaire, à chaque morceau de preuve que j'avais économisé au fil des ans. Tom était méthodique, rassemblant une image de ce que j'avais donné, pas pour faire honte à qui que ce soit, mais pour s'assurer qu'il était clair. Les frais de scolarité pour Ken, dizaines de milliers de personnes sur 4 ans, payés à partir d'un 2e emploi. Je ne lui ai jamais parlé des frais de mariage, des décorations de restauration, même du groupe, de la moitié de mes économies, aucune question posée. Des choses plus petites aussi, comme les réparations automobiles pour Tessa, les voyages scolaires, les accolades, toutes les choses qui ont additionné lorsque vous ne cherchiez pas part. Le moment où nous avons raccroché, je me sentais plus léger, comme si j'avais exposé chaque morceau de moi-même et je pouvais enfin le voir entier. La confiance ne serait pas une question de punition. Il s'agirait d'enseigner, de montrer à mes petits-enfants ce que cela signifiait de respecter les personnes qui se sont présentées pour vous. Si Ken et Tessa voulaient que leurs enfants héritent de quoi que ce soit, ils devraient reconnaître ce que j'avais fait, non pas avec des mots, mais avec des actions. Plus de paternité invisible. J'ai passé le reste de la journée à trier plus de papier, à retirer ce dont Tom aurait besoin. Ce n'était pas seulement des chiffres. C'était aussi émotif, comme mettre mon histoire en ordre. Pour la première fois, j'ai trouvé une vieille carte d'anniversaire de Tessa, son écriture, petite et prudente, me remerciant pour un vélo. J'étais resté debout toute la nuit en assemblant un reçu pour le premier taquet de football de Callen, ce qu'il avait porté jusqu'à ce qu'il s'effondre. Chacun était un souvenir, un moment. J'avais été là, même quand ils ne l'ont pas remarqué. Je ne me sentais plus amère, plus non plus, juste résolue. Je n'allais pas laisser ces moments disparaître. La confiance serait ma façon de dire que j'allais, pas seulement pour mes enfants, mais pour la famille qu'ils construisent un jour. Je leur donnerais une chance de faire mieux, d'enseigner à leurs enfants ce que j'avais appris à la dure. L'amour ne suffit pas si c'est unilatéral. Le soir, j'étais fatiguée, mais pas épuisée, le genre de fatiguée qui vient de faire quelque chose de réel. Je me suis assis à la table, un verre d'eau dans ma main, et j'ai regardé autour de la maison. Ce n'était pas beaucoup, juste un petit endroit avec des meubles usés et quelques photos sur les murs. Mais c'était le mien et j'en avais fait une maison, même quand c'était vide. La boîte avait commencé. Cela a forcé Ken et Tessa à me voir, a forcé Myriam à faire face à la vérité. Mais ce n'était pas la fin. Je n'étais pas seulement un père qui avait été blessé. J'étais un homme avec quelque chose à donner, quelque chose à construire. La confiance était ma décision, ma façon de prendre le contrôle, non pas par colère mais hors d'espoir. Je voulais que mes petits-enfants sachent qui j'étais, pas à travers des histoires que quelqu'un d'autre a racontées, mais à travers ce que j'avais laissé. Je me suis tenue et je me suis dirigée vers la fenêtre, la rue, sombre maintenant, une seule rue qui clignote au coin. Le monde à l'extérieur avançait, comme toujours, mais à l'intérieur, je me sentais différent. Je n'attendais pas que Ken répare les choses, n'espérais pas que Myriam change. Je choisissais mon propre chemin, celui où je n'avais à faire mes preuves à personne. La confiance serait mon héritage, pas seulement de l'argent, mais une leçon de ce que cela signifiait se présenter, pour être présent, pour avoir de l'importance. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de poursuivre quelque chose que je n'attrapais jamais. Je le construisais morceau par morceau, et personne, pas Myriam, pas le passé, ne pouvait en retirer. Les semaines après la mise en place de la confiance, c'était comme un nouveau rythme qui s'installe dans ma vie, plus calme mais plus stable, comme si j'allais enfin de l'avant au lieu de regarder en arrière. Je me suis réveillée chaque matin avec un sens de l'objectif que je n'avais pas eu depuis des années, le genre qui vient de savoir que vous faites quelque chose qui compte, même si c'est juste pour vous-même. La maison était toujours la même, les mêmes sols grinçants, la même tasse de café ébréchée, mais c'était différent, comme si c'était le mien d'une manière qu'il ne l'était pas auparavant. La boîte avait tout secoué, a forcé Ken et Tessa à me voir, a fait affronter Myriam la vérité. Mais c'est la confiance qui m'a donné un chemin. Je ne réagissais plus, je construisais. Et ce matin-là,
Alors que je sirotais mon café et regardais le soleil grimper sur le toit du voisin, je savais ce que je voulais faire ensuite. L'argent que j'avais économisé pour le dépôt à domicile de Ken, celui que j'avais prévu de lui donner en cadeau de mariage, était toujours assis dans mon compte intact. Je ne pouvais pas le donner, pas après tout, mais je ne pouvais pas non plus le laisser rester assis là. Cela devait signifier quelque chose. J'ai pensé à mon père ces derniers temps, un homme qui avait travaillé dur toute sa vie, m'a élevé par lui-même après que ma mère soit décédée et qui ne s'est jamais plaint une fois. Il n'était pas parfait, mais il était stable, toujours là quand j'avais besoin de lui, même quand j'étais trop jeune pour le remarquer. Je voulais honorer cela, prendre ce qu'il m'a appris et le transformer en quelque chose de réel. J'ai donc décidé de commencer un organisme à but non lucratif, quelque chose de petit mais significatif, en son nom, la Fondation Ellis Grant. Ce serait pour des pères célibataires comme moi, des gars qui avaient été poussés au bord de la vie de leurs enfants après le divorce, qui avaient tout donné mais qui se sentaient toujours invisibles. Je n'avais pas de grands projets, juste assez pour offrir quelques subventions, peut-être des conseils juridiques, un endroit pour qu'ils se sentent vus. L'argent que j'avais économisé pour Ken serait suffisamment la graine pour le faire décoller. J'ai passé la matinée à la table de la cuisine à gribouiller des notes sur un coussin légal, des idées pour un site web, des contacts qui pourraient aider, des moyens de passer le mot. Il ne s'agissait pas de réparer le monde, de mieux améliorer un coin. L'après-midi, j'étais au téléphone avec Tom, mon avocat, le faisant passer à travers l'idée. Il a écouté, a posé des questions nettes, mais je pouvais entendre le respect dans sa voix. « Tu es sérieux à ce sujet ?» a-t-il dit, pas comme s'il doutait de moi, mais comme s'il était surpris d'être allé aussi loin. « Je suis, dis-je, me penchant sur ma chaise. J'ai passé trop de temps à attendre que d'autres personnes me donnent une place. C'est moi qui fais le mien, a-t-il promis de gérer les documents, de faire déposer le statut à but non lucratif et de me connecter avec un gars qui avait fait des collectes de fonds pour des organismes de bienfaisance locaux. C'était réel alors. Pas seulement une pensée, mais quelque chose que je pouvais toucher, quelque chose qui m'avait survécu. J'ai raccroché et j'ai regardé mes notes, les pages en désordre mais pleines, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comme si j'étais exactement là où je devais être. Les prochaines semaines ont été un flou des réunions et des appels, comptables, concepteurs de sites web, même un journaliste local qui voulait faire une histoire sur la fondation. Je n'avais pas l'habitude de parler de moi, mais je leur ai dit ma vérité, pas à faire honte à personne, mais à expliquer pourquoi cela comptait. J'ai parlé d'être un père qui avait payé pour l'université et les mariages sans remercier, qui s'était assis dans les événements scolaires, qui s'était silencieux pour maintenir la paix. Je n'ai pas nommé Myriam ou les enfants, j'ai juste dit que j'ai appris ce que cela signifiait être effacé et que je voulais aider d'autres gars à éviter cela. Le journaliste hocha la tête, griffonnant rapidement, et lorsque l'article est sorti, il était petit mais honnête, avec une photo de moi debout devant le petit bureau que j'avais loué pour la fondation. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais les appels ont commencé à venir, père, surtout des gars comme moi, qui avaient perdu plus que leur mariage. J'ai écouté, proposé ce que je pouvais et ressentais une sorte de force que je ne savais pas que j'avais. Un après-midi, j'étais au bureau, vraiment juste un bureau et quelques chaises dans un centre commercial à Bande, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, j'ai levé les yeux et il y avait Kalen debout dans la porte de ses mains dans ses poches, l'air incertaine. Je ne l'avais pas vu depuis notre discours à la maison, bien que nous ayons envoyé des SMS à quelques reprises sur des messages courts sur rien d'important. Je me tenais en essuyant mes mains sur mon jean et en hochant la tête pour qu'il entre. Il est entré dans ses yeux, scannant la pièce, atterrissant sur la plaque par la porte qui lisait la Fondation Ellis Grant. Il n'a rien dit au début, était juste là, et j'ai vu sa gorge bouger comme s'il avalait quelque chose de lourd. « C'est ce que vous en avez fait ?» a-t-il demandé enfin, sa voix silencieuse, presque respectueuse. J'ai hoché la tête, penchant contre le bureau. J'ai dû faire quelque chose pour quelqu'un qui croyait en moi. J'ai dit signifiant mon père, mais aussi moi-même, l'homme que je devenais. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant le parking, le dos vers moi. J'ai lu l'article. Il a dit, vous avez vu votre photo. Vous ne m'avez pas mentionné ni Tessa, mais je sais que c'est à propos de nous. Je ne l'ai pas nié, il a juste attendu. Il s'est retourné alors, ses yeux brumeux mais clairs. Je suis fier de vous, a-t-il dit, et cela m'a frappé plus fort que je m'attendais.
Ces mots que je n'avais pas entendus de lui depuis qu'il ne le fermait pas. Mais pour rester stable. Ciel. Le bureau était à nouveau silencieux, mais il ne se sentait pas vide, c'était plein, comme si j'avais construit quelque chose qui comptait. Je me suis assis au bureau, le poids des mots de Ken s'installant et je savais que je n'avais pas encore fini. Il y avait plus à faire, plus à donner, et pour la première fois, je n'avais pas peur d'être vu le faire. Les mois après le début, la fondation a passé plus vite que ce à quoi je m'attendais, chaque jour se mélangeant à la prochaine avec une élan silencieuse que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis réveillée tôt la plupart des matins, la maison encore sombre, alors que je faisais du café et que je me suis assis à la table de la cuisine en train de noter des idées pour l'organisme à but non lucratif ou de répondre aux emails de papa célibataire qui avait trouvé notre site web. La fondation Ellis Grant était petite mais en croissance, une bouée de sauvetage pour des gars comme moi qui avaient été poussés à la touche mais qui voulaient toujours se présenter à leurs enfants. Il ne s'agissait pas de tout réparer, de leur donner une chance d'être entendus, de savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Le travail a rempli mes journées de but et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'attendre que quelqu'un d'autre décide de ma place dans le monde. La boîte que j'avais laissée au mariage de Ken avait commencé à ouvrir. La vérité que j'avais gardée cachée, mais c'est ce que j'ai fait après avoir affronté Myriam, créant la confiance, construisant les bases qui m'ont fait sentir que je vivais enfin selon mes propres conditions. Ken et Tessa avaient commencé à arriver plus, pas par culpabilité comme avant, mais quelque chose de plus proche de la compréhension. Nos visites n'étaient pas longues ou dramatiques, juste des dîners chez moi, parfois un café rapide lorsqu'ils étaient en ville. Tessa parlerait de son travail, de ses plans et j'écoutais, hochant la tête en riant de certaines mauvaises habitudes des collègues. Ken était encore plus silencieux, portant le poids de ce qu'il avait appris de la boîte, mais il poserait des questions sur la fondation, sur les gars que j'ai aidés, et je pouvais le voir essayer de reconstituer l'homme que j'étais au-delà, le père qu'il avait connu. Nous n'avons pas beaucoup parlé du mariage ou des années de distance, mais nous n'en avions pas besoin. Il construisait quelque chose de nouveau avec moi, lent et prudent, et je les laisse, sachant que la confiance n'était pas un commutateur. Vous vous êtes retournés. C'était une route que vous marchiez ensemble. Un samedi matin, j'étais à la quincaillerie qui ramasse la peinture pour le bureau de la fondation lorsque mon téléphone a bourdonné d'un texte de Tessa « Obtenu quelque chose à vous montrer ». Il a lu avec une adresse pour une école non loin, l'art de l'art aujourd'hui. Pouvez-vous venir ? J'ai souri en mettant les canettes de peinture dans mon chariot. Tessa n'était pas durée pour les invitations vagues, alors j'ai pensé que c'était quelque chose de spécial. J'ai payé, chargé la voiture et roulé sur l'air printanier chaud à travers la fenêtre ouverte. Le parking de l'école était emballé, les familles qui se sont enfuies avec des enfants dardant entre des huées couvertes de dessins et d'artisanat. J'ai trouvé Tessa près de l'entrée, m'agitant sur son visage, brillant d'une manière qui m'a rappelé quand elle était petite, montrant une nouvelle routine de danse. « Tu as fait ça, dit-elle, en faisant boucler son bras à travers le mien. Allez, tu dois voir ça. » Elle m'a conduit à travers la foule à une exposition d'œuvres d'art épinglées à un panneau de liège, les noms des enfants écrits soigneusement sous chacun. Mes yeux scannaient le désordre coloré des peintures et des croquis jusqu'à ce que Tessa s'arrête et pointe là. Au milieu était un dessin de ma petite fille, la fille de Lily Cohen, âgée de 6 ans. C'était une photo d'un homme aux cheveux gris et d'un grand sourire, debout sous un arbre avec une petite fille lui tenant la main. La légende et l'écriture bancale de Lily se lisent, c'est grand-père. C'est un héros. Je me tenais là à regarder, ma gorge se resserrant si vite que je ne savais pas quoi faire. Tessa serra mon bras, sa voix douce. Elle l'a fait pour vous, a-t-elle dit, a tout dit à son professeur sur la façon dont vous aidez les gens, comment vous êtes toujours là. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler, et je regardais simplement le dessin, les lignes simples portant plus de poids que je n'aurais pu l'imaginer. Lily courut alors, sa queue de cheval rebondissait et jeta ses bras autour de mes jambes. « Grand-père, l'avez-vous vu ?» a-t-elle demandé, la voix haute et excitée. Je me suis agenouillée, la tirant dans un câlin et j'ai réussi un sourire. Je l'ai vu, gamin. J'ai dit que c'était la meilleure chose que j'ai jamais vue. Elle rayonna, me tirant pour me montrer plus de la foire et j'ai suivi, laissant son bavardage remplir l'espace où mes pensées étaient trop grandes pour s'adapter. Ken était là aussi, debout sur le côté avec sa femme qui nous regardait.
Il a attiré mon attention et a hoché la tête. Un petit geste, mais assez pour dire qu'il a compris ce que cela signifiait. Je n'avais pas besoin d'un grand discours de lui, je n'avais pas besoin de lui pour dire qu'il était encore désolé de ce dessin. Ce moment était la preuve. Nous retrouvions notre chemin en arrière, non pas ce que nous avions perdu, mais avec quelque chose de mieux. Plus tard, lorsque la foire s'est terminée, je me suis assis sur un banc avec Tessa, Lilioff, jouant avec des amis. Le soleil était bas, jetant de longues ombres à travers la cour d'école, et je sentais qu'une sorte de paix que je ne connaissais pas était possible. Tu n'as pas eu à venir, a dit Tessa, penchant sa tête sur mon épaule. Mais je suis content que tu le fasses. J'ai mis mon bras autour d'elle comme je le faisais quand elle était petite. Je ne le manquerai pas, dis-je. Et le pensais. Nous nous sommes assis là en regardant la foule se rétrécir et j'ai pensé à jusqu'où nous venions, et pas seulement à partir du mariage, mais à partir des années de silence, les années que j'avais passées à penser que l'amour signifiait rester silencieuse. La boîte avait changé qui les a forcés à écouter. Mais ce sont des moments comme ce Lily de dessin le bras de Tess à travers le mien qui l'a rendu réel. En rentrant chez lui ce soir-là, les canettes de peinture secouant dans le dos, j'ai continué à voir cette image dans ma tête, moi en tant que héros, non pas parce que j'avais fait quelque chose de grand, mais parce que je m'étais montré encore et encore, même quand ça faisait mal. Je n'avais plus besoin de la table d'harmonie du mariage de Ken, je n'avais plus besoin d'une carte de nom ou d'un toast pour prouver que j'avais l'importance. J'avais un siège à une table qui comptait, celui que j'avais construit avec honnêteté et temps, avec chaque choix pour continuer au lieu d'abandonner. La fondation en faisait partie, aidant d'autres papas à trouver leur chemin, mais cela aussi, ma famille, mes petits-enfants, la vie que je faisais pour moi-même. Je suis entré dans mon allée, la maison, sombre mais accueillante, et je me suis assis un instant, le moteur qui tournait en refroidissant la boîte avait été le début, une vérité silencieuse qui les a fait entendre.